Si la psychogénéalogie part du postulat que les traumatismes et les mémoires sont transmises aux générations suivantes, on peut légitimement s'interroger sur les modes de transmission. C'est le sujet de la vidéo du jour. Vous êtes sur la chaîne Auprès de mon arbre. Je suis Claire Mazerac, coach en psychogénéalogie. Donc, il semblerait en effet que les stress intenses soient transmis aux enfants et aux petits-enfants par le phénomène épigénétique qui est considéré comme les modifications de l'expression des gènes sans que l'ADN ne soit modifié. De nombreuses études vont dans ce sens, donc en voici quelques-unes. D'abord, sur les souris. Donc en 1985, le rapport Minet fait mention d'une étude qui a été réalisée et qui consiste à priver les bébés souris du contact avec leur mère tous les jours, et ça de façon aléatoire. Donc ce n'est pas toujours au même moment. Et les bébés qui vont avoir subi donc cette expérimentation vont présenter des comportements anxieux toute leur vie. Mais ça n'est pas tout, puisque leur descendance, enfants et petits-enfants, va également présenter ces troubles anxieux. Il semblerait également que les pères souris transmettent du stress intense à leur descendance via les spermatozoïdes. C'est encore une autre possibilité. Toujours dans l'expérimentation sur les souris, on a testé de les soumettre à un comportement de peur, par exemple l'électrification de la cage, associé à une odeur. Donc, toute leur vie, les souris vont réagir par le comportement de peur à cette odeur présentée seule. Et bien sûr, leur descendance aussi va réagir quand ils vont ressentir cette odeur, alors même qu'ils n'ont pas été soumis à des expériences douloureuses, entraînant la peur. Chez les humains, maintenant, donc une expérience célèbre prend sa source aux Pays-Bas en 1944, où les habitants ont été soumis à un blocus allemand, entraînant une famine très importante. Et l'étude observe les femmes qui étaient enceintes à cette période-là, pendant cette famine, parce que, bien sûr, il y a eu un impact important sur la gestation, puisqu'elles n'avaient à peu près que 500 calories par jour. Et on observe que les enfants des mères enceintes à cette période ont tous présenté des problèmes d'hypertension, de diabète. C'était quoi le troisième? Voilà, hypertension, diabète et... C'est pas grave. Et au-delà, donc les générations suivantes présentent aussi ces manifestations au niveau de la santé, alors même, bien sûr, qu'elles n'ont jamais connu la famine. Et on peut faire la comparaison avec les enfants qui sont nés juste avant cette famine ou après, qui n'ont pas été concernés par ces problèmes de disette, qui, eux, ne présentent pas du tout ces problématiques de santé. Donc, on peut faire comme ça l'hypothèse d'une transmission épigénétique de la malnutrition des mères qui a donc modifié certains gènes pour le fœtus. Donc, si notre santé peut être impactée par les expériences vécues par nos grands-parents et nos parents, peut-être également que les mémoires, les traumas, les souvenirs peuvent se transmettre aussi. La question est juste posée. Donc, pour expliquer aussi les transmissions d'informations, les transmissions de vécu, certains thérapeutes expliquent que les enfants seraient télépathes et que donc ainsi,
quand ils sont petits, ils auraient accès à des informations directement dans l'inconscient de leurs parents, voire même de leurs grands-parents s'ils les ont connus. Voilà, la question se pose, je n'ai pas les moyens de la vérifier. Pour illustrer cette transmission de mémoire, je vous propose pour finir un exemple qui a été exposé par Anne-Ancelin Chaussin-Berger, dont j'ai déjà parlé, qui était psychologue. Donc un jour, elle reçoit Nathalie, qui a 3 ans et demi, et qui toutes les nuits fait des cauchemars, et elle se réveille en s'étouffant, comme si elle avait une crise d'asthme. Et donc Anne-Ancelin demande à la famille, à la maman, s'il y a de la famille du côté de Ypres, en Belgique, une ville qui a été soumise au gaz. Et donc, effectivement, il se trouve que la famille du grand-père a habité du côté d'Ypres. Donc, Anne-Ancelin demande à Nathalie de dessiner ses cauchemars. Et donc, elle va dessiner le monstre, la bête de ses nuits, avec des gros yeux et une trompe. Ce que Anne-Ancelin compare à, vous l'aurez reconnu, un masque à gaz. Donc, des recherches supplémentaires ont lieu qui montrent qu'effectivement, un grand-oncle est mort sous les gaz à Ypres et que le grand-père a été blessé à Verdun. Donc, ces éléments sont racontés à la petite fille par Anne-Ancelin Chaussin-Berger et par sa mère. Et là, les cauchemars cessent et l'asthme cesse. Et cette absence de symptômes va être constatée par Madame Chaussin-Berger pendant plusieurs années de suivi à la suite. Et un fait intéressant aussi, c'est que cette petite fille était née un 26 avril et que l'attaque des gaz à Ypres a eu lieu du 2 avril au 26 avril 1915. Donc on voit que l'impact des traumatismes des générations précédentes fonctionne sur nous tant qu'il n'est pas nommé, tant qu'il n'est pas dit. Une fois que la parole est mise là-dessus, en principe, ça devient plus fluide. C'est le principe, en tout cas, de la psychogénéalogie. Voilà. Est-ce que ça fait écho chez vous? Est-ce que ça évoque des souvenirs dans votre famille? Vous pouvez bien sûr me contacter à l'adresse coachtransgénérationnel@gmail.com qui est écrite dans le descriptif dessous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires.